L'OTAN préconise un renforcement quintuplé des défenses aériennes terrestres. Ah oui. Quand on en est là, c'est vraiment qu'on a le sentiment qu'il y a une urgence absolue. Bien sûr, mais les défenses aériennes terrestres, en France, on défend grosso modo les bases aériennes, les endroits stratégiques, mais on ne défend pas, il n'y a pas de fer au-dessus de la France. Donc là, effectivement, nous, on a un régiment solaire en France. Un seul. C'est-à-dire un régiment qui a une capacité solaire. Autrement, ça appartient. La capacité sol-air, elle appartient à l'armée de l'air, mais pour défendre ses propres bases. C'est-à-dire que pour défendre, par exemple, les forces terrestres qui combattent et qu'on veut faire une bulle au-dessus des forces terrestres, etc., nous avons un seul régiment en France qui a cette capacité solaire avec les missiles solaires très courte portée, SATCP, etc. Donc, il ne s'agit pas de faire du catastrophisme, mais c'est vrai qu'en vous entendant, on se dit on s'est dépoilé, en bon langage militaire, considérablement. Oui, on s'est dépoilé, et puis là, on voit bien que l'importance de l'arme aérienne redevient absolument considérable, surtout avec les drones, et donc il va falloir faire quelque chose. Mais je rappelle quand même qu'on est à 2%, on était quand même à 31 milliards en 2017, au début d'Emmanuel Macron, et qu'on est passé à 50 milliards. Mais là, on est passé à plus de 2%, mais c'est du rattrapage. C'est uniquement du rattrapage. Ça ne permet pas de développer l'appareil militaire. C'est un rattrapage par rapport à toutes ces 30 années où on nous a saqué, année après année, tout le budget militaire. C'est comme si on n'y croyait plus. C'est comme si pendant une décennie, on ne croyait plus à la guerre, en réalité. En fait, pendant 3 décennies, on a fait des combats du XVIIIe siècle avec des armées limitées pour des objectifs limités, et on a cru que c'était l'avenir des combats, et que effectivement, la France s'est adaptée à ce combat expéditionnaire parce que la France, l'armée, eh bien, elle prend ce que lui donne le budget de la nation, parce que ce sont quand même les députés qui définissent le budget de la nation. Et depuis les années 60, où on était à 5 ou 6% du PIB, on est descendu à 1,5, 1,7, je ne sais plus combien. Et donc là, il y a une responsabilité quand même de la classe politique depuis 30 ou 40 ans. Il faut quand même remercier le président de la République et Emmanuel Macron d'avoir doublé quand même le budget de la défense en 51 milliards aujourd'hui. C'est la première loi de programmation militaire qui est tenue dans son intégrité. Il faut quand même le dire, depuis que je suis soldat. Bien sûr, voilà. Et qu'il a anticipé dès 2017, donc bien avant 2022. Souvent, quand j'entends les généraux français, j'ai un peu l'impression d'entendre nos paysans français, c'est jamais assez. Nicolas Richoux a raison, notre talon d'Achille, c'est la défense solaire. C'est vraiment le domaine dans lequel nous sommes sous-dimensionnés. Parce que, par exemple, sur le plan aérien, quand on prend toutes les forces aériennes de l'Union européenne, je ne parle même pas de l'OTAN, nous avons le double de chasseurs bombardiers que la Russie, avec en plus des performances technologiques beaucoup plus importantes. Donc il ne faut pas faire trop de catastrophisme. On a aussi, me semble-t-il, une vraie réflexion stratégique à avoir, parce qu'il est évident qu'il faut faire cet effort de réarmement après avoir baissé la garde, comme le disait le général Richoux, mais de quoi parle-t-on depuis une heure ? On parle d'armements qui coûtent quelques centaines d'euros, ces drones sur lesquels on a clippé une grenade et qui permettent d'avoir des objectifs stratégiques. Donc évidemment, ça ne suffit pas, parce qu'il y a aussi un armement classique des Ukrainiens, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est difficile, comme on ne peut pas tout faire. D'ailleurs, en ce moment, je crois qu'il y a des débats stratégiques pour savoir, est-ce que l'armée française a besoin de chars ? Alors on dit oui, c'est le retour du char sur le champ de bataille, on l'a vu en Ukraine, mais d'autres disent mais non, parce que regardez les Russes, avec leurs chars, ils ont avancé de 120 km, puis après ils ont été arrêtés. Donc c'est pas de ça dont on a besoin. On a plutôt besoin d'avions, parce que les avions, on peut les projeter pour venir au secours de nos alliés très vite sur un front qui serait à plusieurs milliers de kilomètres, par exemple dans les pays baltes. Donc il y a 2 questions. Il y a où trouve-t-on l'argent ? Et 2, à quoi va-t-on employer l'argent dans le réarmement ? Il y avait sur ce plateau l'autre jour la formule du général Yakovlev, moi j'étais sidéré d'entendre ça, qui disait au fond, dans l'histoire des guerres, forcément il y a une incertitude, parce que sinon il n'y aurait jamais de guerre. Ça veut dire toujours qu'il y a la foi chez l'un qui pourra vaincre l'autre, à tort ou à raison. Oui, et on est là dans un climat d'incertitude. Il fait les bons choix. Par exemple, l'armée allemande en mai 40 a fait, grâce à Guderian d'ailleurs, de manière limitée, pour un temps limité, il a reçu pour une période de 10 jours l'autorisation de tester le regroupement des chars sur les Ardennes. Parce qu'autrement, l'armée allemande, elle fonctionnait absolument comme l'armée française, c'est-à-dire à pied, avec les chars d'accompagnement. Et puis c'est la même querelle qu'on a vue pendant
la Deuxième Guerre mondiale, par exemple dans la marine, entre les cuirassiers et les porte-avions. Il y avait les tenants du cuirassier et les porte-avions. Les cuirassiers, c'était encore la guerre 14, où c'était les vaisseaux de ligne, même depuis le XVIIIe siècle, et puis les porte-avions qui ont été en fait les game changers de la guerre du Pacifique, etc. etc. Donc chaque guerre, effectivement, amène à s'interroger sur l'arme qui va faire la différence. Qu'est-ce qui est obsolète ? Quelle est l'arme de l'avenir, etc., etc. Voilà. Et puis aussi la grande question que les Européens vont devoir se poser, c'est bon, il faut augmenter les budgets de défense, mais pour acheter quoi ? Est-ce que si c'est pour acheter américain, se retrouver dans une situation de dépendance, pas forcément pouvoir utiliser des armes comme on aimerait le faire, et bien ça risque d'être un problème, parce qu'il y a toute cette réflexion à l'intérieur de l'Europe en ce moment sur les relations avec les États-Unis. Donc oui, ce sont nos alliés, mais vu la relation, par exemple, entre Trump et Poutine, il y a quand même des craintes, donc ce besoin d'autonomie stratégique européenne. Rentrons bien dans le détail. Regardez la carte des bases de l'OTAN en Europe. Est-ce que l'OTAN, par rapport à la guerre froide, est mieux armée ou moins bien armée ? Regardez bien. On voit ici les pays membres de l'OTAN. Alors effectivement, l'OTAN s'est beaucoup étendue avec les pays baltes, les Nordiques, la Roumanie, etc., etc. Tous les pays de l'Est qui étaient avant pays du pacte de Varsovie. Mais enfin, on pourra comprendre que par rapport à la guerre froide, elle est moins bien armée en réalité. Elle est moins bien armée, mais elle a quand même beaucoup plus de pays. Donc ça a apporté, je veux dire, il y a plus de profondeur. L'Union européenne, ça doit être 1,3 million de soldats quand même. C'est absolument pas rien. Donc il y a plus de pays. Mais par exemple, pendant la guerre froide, il y avait 400 000 Américains sur le territoire européen. Et regroupés en Allemagne de l'Ouest essentiellement, alors que là, ils sont plus dispersés. Donc aujourd'hui, il n'y en a plus que 100 000. Tout compris, il y en a 100 000. Donc il y a 4 fois moins d'Américains. Il y a un problème de masse. Il y a un problème de masse, oui, parce que les 30 dernières années nous ont désappris à faire le combat de haute intensité parce qu'on était mobilisés ailleurs. Et on a désappris à la logistique de l'avant, à envoyer, par exemple, des ports de Rotterdam jusqu'à l'Ukraine, des dizaines de milliers de soldats avec les blindés, etc., etc. Donc, effectivement, il y a des savoir-faire et un problème de masse, et il y a des savoir-faire à réapprendre d'urgence. Il y a une disproportion des moyens. Sans être spécialiste, c'est vous le spécialiste, mais quand on entend que les Russes ont perdu 1 million d'hommes dans cette guerre, blessés et morts compris, et qu'en face, on compte en dizaines de milliers dans les armées d'Europe de l'Ouest, on se dit oui, qu'il y a un différentiel. L'armée américaine, elle fait combien de 2 millions peut-être ? Non, 1,4 million. 1,4 million. Et si vous rajoutez aux Européens, c'est 1,3 million. Donc vous êtes l'OTAN, vous êtes déjà à 2,7 millions. Donc c'est pas rien, si vous voulez. Et ça, c'est l'armée d'active. Donc là, vous n'avez pas encore mobilisé. Donc la masse est considérable. Nous, on a 450 millions d'habitants. Les Américains en ont 330 millions. Et là, il faut rajouter encore les Canadiens. Et voilà. Bon. Donc il y a quand même du monde potentiel. Donc on est capable de faire. Mais on a dégrafé. Tous les pays ont dégrafé comme nous les budgets de la défense depuis la fin de la guerre froide. De toute manière. Ça, c'est certain. Non, et puis les motivations qui sont données aux soldats russes pour aller se battre ne sont pas les mêmes qu'on pourrait donner à des soldats européens. Là, vous prenez des hommes dans des coins de la Russie qui sont économiquement très pauvres, on leur propose 2 ou 3 fois le salaire moyen pour aller se battre. Il y a des hommes qui décident, bon, je vais prendre le risque, peut-être me sacrifier pour que ma famille puisse avoir une maison ou une voiture. Dans ces endroits-là, c'est important. Il y a des villages qui ont changé de visage avec les primes de mort de ceux qui ne sont pas revenus, avec des nouvelles routes, des nouvelles voitures, des salons de manicure qui ouvrent un petit peu partout. C'est vraiment, c'est pas une caricature, c'est ce que je dis dans la presse russe. Donc, motiver un Européen, il faudra lui payer beaucoup d'argent pour qu'il risque sa vie pour une cause dans laquelle il ne croit pas forcément. Alors, s'il doit défendre son territoire contre une invasion, il faut espérer qu'il voudra se défendre, mais on ne veut pas arriver à ce stade-là. On veut arriver à un stade où on peut dissuader la Russie suffisamment pour que nous ne soyons pas obligés d'aller recruter des jeunes hommes et des jeunes femmes pour aller se battre. Et c'est là toute la question, c'est comment avoir... On n'a pas du tout la même doctrine d'engagement du fantassin, quelles que soient les armées européennes, que ce soit les Allemands, les Français, les Britanniques, que les Russes. De toute manière, donc on n'a pas besoin d'autant de fantassins. Déjà, on n'a pas beaucoup de fantassins.
Je veux dire, oui, on en a peu. Ouais. Et ça, il faut se rappeler que, par exemple, les Américains, aujourd'hui, on a une guerre de technologie, les Américains ont gagné la Deuxième Guerre mondiale sur 2 fronts avec 400 000 hommes, en ayant perdu 400 000 hommes, tout compris. C'est moins que l'armée française qui a perdu, enfin la France qui a perdu 500 ou 550 000 hommes pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est une armée de technologie et nous sommes des armées technologiques. Il y a quand même un réveil psychologique, civique. On voyait à l'instant des images du nouveau chancelier allemand passant en revue les troupes. Quand on sait la réticence de l'Allemagne depuis la Seconde Guerre mondiale à avoir une attitude offensive, tout ça c'est complètement derrière nous. Aujourd'hui, l'Allemagne dit il faut réarmer. L'Allemagne dit nous sommes prêts à faire à nouveau la guerre, alors que jusqu'à présent, même dans les opérations internationales, elle était derrière. Mais l'armée allemande, c'était une armée sans fusil, quoi. Enfin, ils en avaient, mais ils s'en servaient pas. Tout ça, alors effectivement, c'est lent. Il faut mettre en route une industrie de défense qui a tourné au ralenti, mais il y a quand même une prise de conscience générale. Et puis il y a aussi une forme d'unité, parce que quand on voyait la carte de l'OTAN, il y a un bloc. Alors certes, il y a un petit trou au milieu avec les Autrichiens et les Suisses qui ne veulent pas y aller, oui. Mais plus il doit y avoir peut-être les Bosniaques et les Serbes là, un peu en dessous. Mais c'est quand même pas des pays majeurs d'un point de vue défense. Pour le reste, on est tous ensemble, quoi. Donc c'est vrai que c'est peut-être trop tardif, c'est peut-être pas assez important en effort financier, mais quand même, il y a une prise de conscience qui est indéniable. Exercice de l'OTAN, 16 alliés de l'OTAN, plus de 40 navires, 25 avions, environ 9000 personnes commence l'exercice Baltops 25 dans la région de la mer Baltique. Il offre aux alliés de l'OTAN une occasion de s'entraîner ensemble, de renforcer la capacité d'opérer ensemble, de démontrer leur capacité collective à défendre l'Alliance et à préserver la liberté de navigation dans la région. La mer Baltique, expliquez bien ça, général. Le combat dans la mer Baltique, c'est visiblement une mer des batailles maintenant. Oui, absolument, parce que les Russes ont perdu la Baltique d'abord depuis la guerre froide, puisqu'ils allaient de Rostock à Saint-Pétersbourg, c'était à eux, et puis au nord, ils avaient des pays neutres. Donc aujourd'hui, il leur reste Kaliningrad, il leur reste Kronstadt, il leur reste Saint-Pétersbourg, point. Et le reste de la Baltique est une mer otanienne. Et donc là, on démontre effectivement, c'est des exercices qui se passent assez régulièrement sur le plan d'interopérabilité navale, mais c'est des exercices qui démontrent, d'abord qui font pendant aux exercices russes qui se sont déroulés également ou qui se déroulent actuellement, et qui démontrent l'interopérabilité de l'OTAN et affirment que la Baltique est une mer otanienne quelque part quand même. Voilà. Et le ciel aussi, le ciel balte, oui, avec notamment nos Rafales qui font la police du ciel à partir de l'Estonie et de la Lituanie. Mais il faut quand même savoir que ces exercices ont lieu tous les ans depuis 1972. C'est pas quelque chose de nouveau. Et que jusqu'entre 99 ou 2000 et 2014, la Russie faisait partie de ces exercices. Elle a participé dans le cadre du partenariat pour la paix avec l'OTAN à ces exercices. Oui, on y a cru. Il y a même cette scène rapportée. Personne ne sait très bien ce qui s'est passé, mais dans une réunion avec Clinton, la délégation russe et la délégation américaine, Poutine aurait dit à Clinton, mais moi je pourrais entrer dans l'OTAN. Oui, et on dit qu'il y a eu un moment de flottement où Clinton s'est dit, qu'est-ce que je fais ? Et l'entourage a un peu blagué en disant, oui, il a pris ça comme une sorte de plaisanterie. Non, mais c'est pas le seul. L'époque de Yeltsin aussi, il y avait ce genre de, oui, mais peut-être pourquoi pas un jour. De toute façon, nous avons des défis de sécurité communs, la lutte contre le terrorisme, la lutte contre le narcotrafic, la lutte contre le trafic des personnes. Et donc tout ça, c'était vraiment des opérations dans une zone qui concernait tous les pays qui donnaient sur la Baltique, y compris les pays qui à l'époque ne faisaient pas partie de l'OTAN, la Suède et la Finlande.